Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique qui vous parle des villes et de l'architecture à Taïwan bien entendu. Alors aujourd'hui nous allons parler plutôt de transport et quel est le transport peut-être le plus emblématique à Taïwan. Non, vous avez peut-être pensé à la moto ou à l'automobile, mais non, c'est bien le train qui a une longue histoire. L'histoire ferroviaire à Taïwan est très emblématique. Elle est marquée par plein de rebondissements et donc aujourd'hui on va évoquer un numéro spécial. C'est le thème de Taïwan Panorama. C'est une revue qui est en ligne, accessible en anglais et en mandarin et qui a dédié de faire le mois de septembre sur le train. Je voudrais qu'on y revienne parce qu'il y a plein de thèmes qui sont abordés et c'est très très intéressant, donc ça permettra de vous donner envie d'aller lire tous ces articles. On va justement voyager à travers le temps, parler d'architecture mais aussi de paysage. On commence tout de suite, allez, on monte à bord. Monter, prendre les rails, c'est un peu comme ça que s'intitule le numéro et le thème de cette année du magazine Taïwan Panorama. Je viens de vous l'expliquer. C'est pas moins de 6 articles différents qui sont mis en ligne par Taïwan Panorama sur ce sujet des trains et du développement et de l'histoire ferroviaire à Taïwan. Parmi ceux-là, je voudrais revenir sur le premier, celui qui est le plus mis en avant, qui s'intitule « Vers la modernité, le parc du bureau des chemins de fer de Taïwan ». Alors qu'est-ce que c'est ce bureau des chemins de fer de Taïwan ? C'est un bâtiment qui se trouve en plein cœur de Taipei et qui a été rendu visible et qui a été un petit peu rendu, on va dire, à la ville avec la démolition du pont de Beimen en plein centre-ville en 2016, qui a redonné un accès non pas uniquement piéton mais visuel à ce parc du bureau ferroviaire qui se trouve en face du bâtiment emblématique, la poste de Beimen. Vous avez cette petite porte rouge, l'ancienne porte des remparts de la capitale. Et donc, ce bâtiment n'est pas moins emblématique parce qu'on le reconnaît tout de suite avec des grosses briques rouges caractéristiques et des fausses pierres blanches. Il y a aussi des colonnes qui sont en béton renforcé et on a un style un peu néo-européen. Donc vous avez bien évidemment deviné qu'on parle d'un bâtiment qui a été construit durant l'occupation japonaise de Taïwan et ce qui s'appelait encore à l'époque la Taiwan Railway Corporation. Et donc aujourd'hui ce bâtiment c'est géré par le Musée national de Taïwan, ça a été rénové et donc ça dévoile depuis 2020, donc ça fait 5 ans que ça dévoile un peu ses splendeurs d'architecture et qui revient comme ça sur l'histoire du train, effectivement qui a été marqué par plein de rebondissements et notamment un gros développement à partir du début du XXe siècle avec la colonisation japonaise. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire du développement ferroviaire, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'à l'époque, pour les Japonais, le ferroviaire était quelque chose de pratique qui permettait notamment d'assurer l'exploitation des ressources naturelles et industrielles de Taïwan, et donc ça servait plutôt à un but clairement économique, c'était pas forcément... Même si il y avait du transport de passagers, on va dire que l'importance quand même pour les Japonais, c'était de faire de l'industrie et de faire de l'argent. Et donc, il y avait quand même dans ce bâtiment un soin qui avait été mis sur le détail de l'architecture, qu'on retrouve dans beaucoup de bâtiments japonais coloniaux qu'on peut encore voir aujourd'hui à Taïwan, qui ont été entretenus ou rénovés au cours des dernières années pour être utilisés comme du patrimoine architectural et culturel et qui raconte des histoires. Et donc ce bâtiment pendant longtemps est resté inoccupé, mais voilà, l'article revient là-dessus, sur la tendance à rénover le patrimoine. Eh bien, il a été désigné bâtiment monument national en 2007. Et donc à l'intérieur, il y a un bureau, une ancienne cantine, un bâtiment octogonal, une salle d'électricité, le bureau des ingénieurs, un ancien centre de commandement qui avait été utilisé pendant la guerre, mais aussi un vestige qui date un peu plus loin de la dynastie Qing. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que ce bâtiment, pour l'architecture, on pourrait se dire que dans un objectif de faire un développement industriel, etc., eh bien, les Japonais auraient eu tendance à faire des choses pratiques et rapides et assez simples en architecture. Pas du tout. Ici, les ornements sont très riches. Et donc, quand on va visiter un bâtiment comme celui-ci, on va clairement plonger dans le luxe. Et on comprend tout de suite la volonté qu'avait le Japon à l'époque de montrer sa supériorité et de savoir aussi montrer son savoir-faire, même si c'est, à mon avis, ça qui ressort principalement. Donc, on est dans un bâtiment au style occidental avec des motifs, par contre, adaptés un petit peu localement, avec des fruits qu'on va retrouver comme de l'ananas qu'on ne trouve pas forcément dans les décorations en Europe. Et donc, on a, vous savez, ces moulures sur les plafonds dans le bâtiment principal, du premier au deuxième étage. Et donc, il y a la flore et des insignes aussi de style occidentaux qu'on va retrouver aussi dans l'architecture.
Et donc, comme je dis, des ananas et des raisins. On a aussi, dans le toit aussi, tout un savoir-faire, non pas sur le béton qui était plutôt moins importé d'Europe ou des États-Unis, mais là, de techniques de travail du bois. On a les fermes en bois de la Charpente qui sont sublimes, avec un mélange de briques et en dessous, donc ça c'est les murs, et tout le travail du bois au-dessus. Et donc on peut visiter et traverser du coup dans cette charpente pour voir à l'époque tout le savoir-faire qui était mise en œuvre par les Japonais, avec aussi tout le travail de fils d'électrique et de canalisation qui est visible. Et il y a aussi quelque chose d'assez amusant dans un bâtiment octogonal. Il y a des toilettes qui sont très 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 belles, avec de la mosaïque qui est travaillée avec du carrelage. Aussi, les Japonais faisaient beaucoup ça à l'époque. Et un travail sur le béton et le ciment, avec ces fameux terrazzo qu'on retrouve un petit peu partout à Taïwan, qui se mélangent avec on va dire des petits déchets ou des petits morceaux d'autres pierres, qui permet d'avoir une surface un peu texturée avec différents coloris en fonction des différents ciments qu'on veut utiliser, ce qui rend l'ensemble résolument superbe. Et donc si à l'époque le train permettait de gagner du temps et de l'économie, il y a un autre article qui revient aujourd'hui sur les transports ferroviaires à Taïwan aujourd'hui. Et quand on pense transport ferroviaire contemporain au XXIe siècle, on pense forcément au train à grande vitesse. Et il y a justement un article qui, bien évidemment, revient sur l'histoire de la découverte du train à grande vitesse à Taïwan, ce fameux THSRC. Et donc, l'idée de l'article, c'est de vous inviter à aller prendre plongée dans ce train pour partir de Taipei, se lever tôt et tracé au sud de Taïwan pour aller se baigner à Kenting. Pourquoi pas? Eh bien, c'est faisable en une journée où on peut très bien aller foncer au sud, ou alors essayer d'accéder à d'autres villes. C'est comme ça que c'est un petit peu vendu dans l'article. Effectivement, Taïwan n'étant pas une île immense et ayant ce principe ferroviaire de pouvoir faire le tour du pays en train, eh bien, c'est vrai que c'est très pratique de pouvoir prendre ce train à grande vitesse et d'aller d'une super municipalité à l'autre très 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 vite. Et donc pourquoi pas découvrir ce train à grande vitesse, l'idée qui vous est proposée dans l'article, c'est de prendre du temps, au contraire, d'aller vous arrêter dans le musée du train à grande vitesse de Taïwan, qui se trouve à la sortie de la gare de Taoyuan, et qui est un petit peu, donc voilà, c'est un pan d'histoire qui est proposé, avec à l'intérieur on trouve des plans d'ingénierie, justement des aspects sur la technique, recherche-développement qui sont employés, la gestion de la sécurité, puisqu'il y a eu aussi effectivement des accidents assez graves de transport ferroviaire à Taïwan au cours des dernières années. Et donc voilà, une idée c'est un peu la promotion aussi des symboles du développement que représente le train à grande vitesse à Taïwan. Et dans l'article de Taïwan Panorama, qui sera bien évidemment en ligne et accessible sur l'article, vous avez un point qui revient très, très justement sur le fait que le Japon et la France sont les deux, on va dire, deux grands développeurs de systèmes ferroviaires à grande vitesse au monde, et chacun avec des caractéristiques et des atouts. Et lorsque Taïwan a commencé à développer son système ferroviaire à grande vitesse, eh bien, les Taïwanais ont étudié les systèmes européens et les systèmes japonais, et ils ont adapté les caractéristiques les plus adaptées de chacun. Et donc, ils ont essayé de créer un petit peu leur système ferroviaire à grande vitesse qui est unique à Taïwan, adapté à Taïwan, et qui reprend quand même la technique des trains à grande vitesse du Shinkansen japonais de la série 700T, et qui ont été spécialement conçus pour Taïwan. Donc ce sont quand même tout de même des technologies taïwanaises, mais on apprend par exemple que les signaux bidirectionnels proviennent de systèmes ferroviaires européens. Donc ça permet qu'un seul ensemble de voies puisse gérer les déplacements dans les deux sens, ce qui permet au train d'être exploité plus efficacement. Donc c'est un mélange de technologies qui viennent de plusieurs parties du monde, et c'est un peu là aussi le pragmatisme des Taïwanais dans certains aspects de la société et de l'économie, c'est d'aller chercher à l'étranger les meilleurs aspects pour essayer de faire des formes hybrides qui correspondent peut-être le mieux au pays. Bon, puis on peut quand même donner quelques chiffres, hein. La construction du THSR, donc là les trains extrêmement rapides ont débuté en 1999, et le système est entré en vigueur en 2007, et ces trains-là peuvent atteindre une vitesse de 315 km/h, donc c'est quand même très rapide, et ce qui fait que le temps le plus court entre Taipei et Kaohsiung est seulement de 1h34 minutes. Et donc en 2025, les chiffres qui sont mis en avant dans l'article, c'est que le THSR doit accueillir en moyenne 210 000 voyageurs par jour, ce qui en fait donc un élément essentiel de la vie quotidienne à Taïwan. Et il faut dire qu'effectivement, c'est très 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 pratique de se déplacer avec ce train à grande vitesse.
Bon, et puis, je voudrais qu'on termine au contraire, donc en ralentissant un petit peu le rythme. Il y a un autre article, hein, on va pas tous les citer, c'est le dernier dont on va parler, qui revient sur les délices des trains touristiques de Taïwan, le tourisme ferroviaire. Ça, j'aime beaucoup cette notion de tourisme un petit peu atypique, de voyager avec le bonheur de faire des trains. Et c'est vrai qu'effectivement, à Taïwan, quelle que soit la saison, on peut avoir des trajets en train sublimes dans les montagnes ou le long de la côte, ou ne serait-ce que en passant par différentes villes, etc. Effectivement, c'est toute une aventure et c'est toute une expérience que de faire du transport ferroviaire à Taïwan quand on est touriste et qu'on prend ces voies peut-être beaucoup plus lentes que ce train à grande vitesse pour aller en apprécier. Et ça, les comtés et les super municipalités l'ont bien compris et mettent en avant de plus en plus de trains touristiques. Effectivement, si vous allez à Alishan, par exemple, il y a cette chose de monter dans la montagne avec le train pour aller voir le lever du soleil. Il y a des navettes, ce genre de choses qui sont mises en place. Et donc, il y a un japonais qui est cité là-dedans, Eiji Mitoka, qui est considéré comme le père des trains spéciaux comme ça touristiques au Japon, et qui explique que prendre le train peut être le but même d'un voyage. Donc effectivement, les passionnés vont voyager à travers le monde pour aller prendre les plus magnifiques trains et observer les paysages qui vont s'offrir comme ça au détour d'une montagne sur une voie ferrée. L'un des exemples pris dans cet article est le Shanlan, un train touristique de la compagnie de transport taïwanaise qui relie Hualien à Zhejiang, qui est mis en service début avril 2025. Et donc tout est mis en œuvre pour que ce soit une expérience en elle-même. Le personnel de bord est surnommé des majordomes, ils ont toute une tenue. Il y a aussi tout un merchandising qui est vendu autour du train, que ce soit en boutique en gare avec des bouteilles d'eau en forme de train, des magnettes. Il y a aussi ces fameux bento taïwanais, ces petites boîtes qu'on embarque qui sont aussi toute une expérience culinaire à vivre quand on veut manger un petit peu comme ça se faisait à l'époque, ou en tout cas des menus faits spécifiquement pour certains trains. Il y a toute une expérience, toute une aventure qui est proposée autour du train. Et aussi une chose qui me plaît moi personnellement beaucoup, c'est tout le souci qui est mis dans le design intérieur de ces trains. Alors déjà d'extérieur, il y a tout un amour des trains, de la confection ferroviaire, de faire des trains sublimes et magnifiques, ne serait-ce que pour la photo à l'arrivée en gare, ou alors pour les passionnés de photo en sécurité aux abords des voies. Mais vous avez aussi tout un design aussi de banquettes, de mobilier intérieur, de dessins de fenêtres, de réflexion sur le nombre de portes à mettre en place pour faciliter le transport des voyageurs, etc. Et ça aussi, ça montre justement cette attention à vouloir faire des superbes, beaux objets, que ce soit de l'extérieur de la locomotive jusqu'à l'intérieur, jusqu'au repas qu'on va vous servir, pour rendre ce voyage en train exceptionnel et retrouver ce goût et ce plaisir de ce transport à part entière. Donc nous arrivons doucement au terme de cette émission. Je vous invite à aller consulter les différents articles qui sont en anglais. Si vous ne savez pas lire l'anglais ou le mandarin, n'hésitez pas à utiliser aujourd'hui les technologies comme la traduction automatique. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. C'était Clément Tricot. Continuez à nous suivre sur Radio Taïwan International et surtout, portez-vous bien.